Bonjour à tous. Alors je voudrais vous partager quelques réflexions qui me sont venues pendant cette période de confinement et de début de confinement. Alors c'était annoncé, c'est arrivé. Nous sommes entrés dans une phase d'accélération de la transition. Pessah, qui a eu lieu il y a quelques semaines, elle nous concerne tous car nous avons tous aujourd'hui l'opportunité de sortir d'Égypte. On l'a toujours eu, mais aujourd'hui plus que jamais. On a tous l'opportunité de quitter notre pharaon intérieur et de nous affranchir de notre statut d'esclave, entre guillemets. Alors, sans plus attendre, engouffrons-nous dans ce passage, cette aubaine que la mer tumultueuse des nouveaux mondes possibles découvre en s'ouvrant devant nous. Mais la sortie d'Égypte, c'est aussi traverser un désert, un lieu de souffrance, d'aventure, de révélation, de mirage et de culte illusoire, comme le fameux veau d'or. Alors comment traverser ce désert, ce no man's land où tous nos repères sont bousculés? Comment faire feu du confinement passé et surtout du déconfinement désormais, car nous avons vraiment le choix entre ou bien retourner en Égypte ou bien filer vers la terre promise, tant attendue. Alors cette phase-là de ralentissement apparent, de blocage qu'on a vécu, c'est en fait une voie express de l'évolution qui nous est offerte, une phase d'accélération, de précipitation, d'accumulation d'énergie, un peu comme un avion qui recharge ses batteries et chauffe son moteur avant de décoller pour de nouveaux horizons. Alors, à quelle batterie, à quelles énergies s'est-on rechargé, connecté pendant ce confinement À notre âme, à Bumble, à notre grand soi, à Twitter, à nos démons, nos dragons intérieurs, à Netflix, à BFM, à l'infini, à la grâce, à Facebook. On peut évidemment tout faire, tout est une question d'équilibre, on peut faire feu de toutes nos failles, toutes nos fêlures, toutes nos faiblesses. En tout cas, nous avons chaud aux fesses, mais n'oublions pas que nous sommes dans le désert. Alors, dans ce désert, même s'il n'en a pas l'apparence, on a pratiqué, on continue de pratiquer, de façon totalement imprévue, une forme de jeûne capitaliste, puisque on consomme moins, on produit moins. Donc c'est un espèce de sevrage inattendu, là, et salvateur à bien des égards. Car tout le temps et toute l'énergie qu'on ne donne pas au capital, eh bien on se le donne à soi-même et à notre âme, et pourvu que ça dure. Je voudrais vous lire quelques lignes d'un texte d'Emerson, extrait de Essai de philosophie américaine. Jusqu'à ce que nous soyons égratignés et piqués, jusqu'à ce que les puissances ennemies aient fait feu sur nous, l'indignation qui s'arme de forces secrètes ne s'éveille pas. Un grand homme veut toujours être petit tant qu'il reste couché sur les coussins d'une avantageuse commodité. Il s'assoupit et se laisse entraîner vers le sommeil. Mais lorsqu'il a été harcelé, tourmenté, battu, ses misères l'ont instruit. Il a été replacé par elle dans son assiette, dans sa virilité. Il a acquis la connaissance des faits et la connaissance de sa propre ignorance. Il est guéri des folies, des illusions. Il a acquis la modération et une réelle habileté. Alors se détacher de la folie des illusions, on est vraiment là-dedans, et c'est d'ailleurs l'une des valeurs de la chevalerie arthurienne qui me tient beaucoup à cœur. En effet, quand le pro-chevalier passait dans un village en proie à un enchantement, un mauvais sort, eh bien son devoir c'était de le dissiper, de le lever. C'est aussi le boulot de quelques fées, entre nous. Alors de quel enchantement là on parle, de quelles illusions folles nous sommes en train de nous extraire, de nous sortir? Ce sont évidemment les mythes déments véhiculés par notre système économique, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui sur la plus grande partie de la planète, le mythe de la croissance salvatrice, des ressources magiquement infinies, le mythe d'un mode de vie matérialiste qui aurait pu nous combler les entrailles, la tête et le cœur. Déviant, sauvage, néolibéral, ultralibéral, délirant, appelez ce que je vais plutôt appeler ça moi comme un système pour éviter de toujours répéter le mot capitalisme néolibéral, mais appelez ce système comme vous le voulez. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ce n'est pas le propos, en tout cas dans ce podcast. Une chose est sûre, il a sévi. Ce système, il a aspiré à une vitesse exponentielle à la barbe de tous, le sang de notre terre, mais aussi le nôtre. Comme dit Emerson, on est en train d'acquérir la connaissance des faits, et donc de notre ignorance, ou plutôt de notre déni, celui de l'urgence à changer ce système qui nous nuit et auquel nous avons tous contribué. Alors on n'est pas là pour disserter sur la définition originelle du capitalisme. Ce qui importe, c'est d'en comprendre les dessous pour le changer, pour le modifier. Alors j'ai envie de citer Serge Donneau,
un chercheur qui a rappelé à juste titre que le capitalisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans les faits, sur une grande partie de la planète, c'est pas une économie. Pourquoi ? Parce que normalement, une économie, c'est un système qui consiste à mettre en rapport des éléments de façon féconde. Or, le système actuel, il détruit, il lamine, il épuise les ressources, quelles qu'elles soient. Alors si le capitalisme actuel n'est pas une économie, eh bien qu'est-ce que c'est ? Hannah Arendt disait que le totalitarisme, ce n'est pas le tout politique, mais au contraire le degré zéro de la politique. Parce que pour changer un système politique, économique ou autre, de quoi avons-nous besoin ? On a besoin de temps, d'espace, d'argent. On a besoin aussi de disposer de notre cerveau un minimum pour réfléchir, de disposer de notre corps pour sentir, pour circuler, pour aller à la rencontre des autres. On a besoin d'un droit à l'expression, à nous rassembler avec autrui, à expérimenter et même à se tromper. On a aussi besoin d'un accès à la gestion de nos ressources naturelles. Or, par le contrôle qu'elle instaure sur la circulation des idées, par exemple dans les médias, mais aussi sur les corps, les cerveaux, par l'emprise qu'elle exerce sur notre temps, notre espace, notre argent, notre inconscient même, par la façon parfois cachée dont elle norme ou limite les rapports entre les hommes, entre les sexes, la logique totalitaire neutralise méthodiquement toutes les conditions du politique, toutes les conditions du changement. Elle annule l'espace où la spontanéité dont parle Arendt peut se déployer, l'espace où les aspirations profondes peuvent s'exprimer et être mises en œuvre, avoir enfin une chance d'exister concrètement. À y regarder de près, c'est exactement ce que fait le système actuel, le capitalisme actuel, plus ou moins selon les nations bien sûr. Donc ce système qu'on nourrit chaque jour, ce n'est pas une économie, il s'apparente plutôt à un système totalitaire dont la laideur, séparée des paillettes, de la société du spectacle, du divertissement, de la pub, de l'aura surannée des 30 glorieuses, de feu le rêve américain qui a fasciné nos adolescences et conditionné nos adultescences. Un système totalitaire dont les coulisses sont en grande partie invisibles via par exemple le trading haute fréquence ou la dark economy. Alors, comment il neutralise les conditions du politique ci-dessus énoncées ? Pourquoi malgré toute notre colère, toutes nos idées, tout notre enthousiasme, est-ce qu'on n'arrive pas, alors qu'on est des millions, des milliards, est-ce qu'on n'arrive pas à changer les choses ? Pourquoi est-ce que, pour beaucoup d'entre nous, on a contracté cette terrible maladie qui est le sentiment d'impuissance et ses funestes conséquences ? Résignation, aveuglement, obéissance. Mais les raisons, elles sont multiples, je vais en citer quelques-unes. Déjà, le capitalisme nous coupe l'herbe sous le pied, évidemment, en pillant les ressources naturelles, qu'il privatise, qu'il épuise. D'où l'urgence de mettre en place les biens communs. Le capitalisme aussi, il pille notre temps, et ça, ce n'est pas rien. Il se l'accapare, il en fait de l'argent. Pour mieux exploiter les ouvriers, on confisquait leurs montres et on trichait avec l'horloge de l'usine. Le patronat justifiait de les faire travailler 16 heures par jour, car sinon ils auraient, je cite, passé leur temps à comploter ou à boire. Je vous mettrai en dessous du podcast l'excellent documentaire, les références du super documentaire qui parle de ça. Mais il n'y a pas que les ouvriers d'hier et d'aujourd'hui. Du financier de Wall Street à l'aide-soignante œuvrant dans les hôpitaux appauvris, en passant par les livreurs corvéables à merci, les ouvrières du textile surexploitées en Inde ou ailleurs, ou bien encore même tous ces cadres qui ne rentrent pas chez eux avant 21h, la plus grande partie de la planète aujourd'hui est soumise à des cadences infernales, aux nécessités de produire et de consommer toujours plus, gouvernés que nous sommes par ce dogme de la croissance et de la performance. Et il n'est pas prêt d'être abandonné. Alors, au final, on consacre au mieux un tiers de notre vie à dormir, au mieux. Un autre tiers, au moins, à travailler, souvent dans des mauvaises conditions, et parfois juste pour payer en grande partie un loyer. C'est quand même absurde comme vie. Quant au dernier tiers, on le passe au mieux à s'occuper des nôtres et à consommer les fruits de notre dur labeur pour oublier cette vie sans queue ni tête. Je noircis un peu le tableau, mais c'est quand même un peu une tendance lourde. Cela passe souvent par une autre industrie, justement, le divertissement. Comme ça, le système s'y retrouve complètement. Alors ça va être la société du spectacle, la pornographie, les stupéfiants, les achats compulsifs, etc. etc. Alors mathématiquement, les heures dévolues à l'analyse, aux lectures, aux rencontres, aux manifestations, bref, à toute initiative en faveur du collectif et surtout plus dur encore, à sa remise en cause, ce sont des heures volées, arrachées, presque coupables pour la plupart d'entre nous.
Alors comment voulez-vous? C'est bien normal. Il faut conduire les enfants au foot, et puis samedi, il faut aller enfin chercher ce fichu canap, et puis demain on se lève à 6 heures pour aller au boulot. On est aliéné par un présent obsédant, et même obscène. C'est d'ailleurs un courant de pensée en soi qui s'appelle le présentisme. Ce court-termisme sévit dans absolument tous les secteurs, notamment l'économie, où les investisseurs et les banques tendent à ne soutenir que des entreprises rentables sur 3 mois. Tant pis pour ceux qui détiennent des concepts salvateurs, qui demandent un accompagnement conséquent. La plupart de ces projets maudits sont condamnés à rester dans les tiroirs du Mac, du PC, ou sont bien souvent limités dans leur déploiement. Pareil pour l'espace, déjà l'espace mental. Pour le citoyen lambda, c'est une véritable bataille que de réfléchir en dépit de la doxa des médias de masse et même des réseaux sociaux qui peuvent être toxiques. C'est un challenge pour le chercheur que de travailler sur le champ qui l'intéresse tout en gagnant correctement sa vie, tout en s'arrangeant des jeux du subvention, du privé. C'est difficile pour un scénariste, et j'en suis, de créer, en faisant abstraction de l'audimat, des lignes éditoriales des chaînes qui sont elles-mêmes assujetties à d'autres pressions. On en est aujourd'hui à un point où ceux-là même, privilèges ultimes, qui ont la chance d'être payés pour penser et créer, sont très rarement vraiment libres. Innover en dehors du système, c'est un luxe. Penser en dehors de la boîte, c'est un luxe et un risque. Le coût peut en être élevé et se solder par une forme de marginalité. Mais c'est aussi le déficit d'espace constitutionnel qui nous empêche de déployer le politique. Cet espace de la spontanéité dont parle Hannah Arendt. Il manque évidemment une chambre des citoyens à l'Assemblée, une chambre aussi pour penser le futur. On souffre d'un manque cruel d'espace tiers, d'espace physique pour exprimer, revendiquer, mais de façon à ce que cela pèse dans les décisions politiques, à ce qu'il y ait un écho à tout ce qui se passe dans ces lieux, sans qu'il y ait de violence en retour, et notamment policières, toutes ces violences policières que nous avons subies et qui ont étouffé bien des velléités ces derniers mois. Nous rentrons, je ne veux même pas rentrer là-dedans, ce serait trop long, et la plupart d'entre vous, je pense, avaient bien pris la mesure de la gravité de ce qui s'est passé. Ce sont aussi les espaces d'expérimentation qui font défaut, des ZAD qu'on ne raserait pas par exemple. Enfin, dernier exemple d'une très longue liste, parce qu'on pourrait y passer la nuit, le capitalisme il a asservi notre corps. Or, l'asservissement du corps c'est celui de l'esprit, parce que en épuisant et en intoxifiant, en réifiant notre corps, on s'ampute du même coup d'une immense énergie, d'une clarté d'esprit, qui sont des conditions sine qua non du changement. Parce que changer les choses, ça ne se fait pas tout seul, ça demande vraiment un vrai investissement physique, un vrai investissement intellectuel, nerveux, énergétique, etc. Et le problème, c'est que notre mode de vie, ce système, il nous use en fait par les conditions de travail, mais aussi par l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, bien plus létale que le coronavirus, sauf que cet épuisement-là dont je parle, et puis ces morts qui sont causées par tout ça, sont acceptées et ne font pas la une des journaux. Il y a aussi un autre souci par rapport au corps, c'est que pour être conforme à un idéal de beauté, de force et de jeunesse, préconisé par exemple la pub, la société du spectacle, beaucoup soumettent leur corps à la violence, parfois sportive, parfois alimentaire, parfois chirurgicale. Parce que notre société telle qu'elle est structurée aujourd'hui, c'est la beauté, la jeunesse, la force sont un capital que beaucoup croient obligatoire. Donc c'est un capital, donc faut investir. Faut investir du temps, de l'argent et même des technologies dans ce capital. Et ensuite, comme tout capital, faut le faire fructifier dans la société. Donc ça va être société du spectacle, prostitution, et plus largement, parfois dans des relations de couple aussi, parfois biaisées, par cette prééminence des normes esthétiques, mais ça c'est un autre sujet. La beauté et la jeunesse sont un pouvoir, l'instrument d'une domination, mais dans les deux sens. Je vais obtenir des choses grâce à mes gros muscles, ou pour une femme, grâce à mon corps parfait, ma jeunesse, etc. Mais mon corps, il devient une prestation de service. Alors, si la prestation, elle baisse en qualité, avec l'âge ou la maladie par exemple, eh bien j'ai mathématiquement accès à moins de richesse.
Et ceux qui sont hors normes, hors canon, les vieux, les obèses, etc., eh bien, ils ont mathématiquement encore accès à moins de richesses. Alors évidemment, là, je caricature. Mais c'est une tendance, et c'est une tendance lourde, en particulier dans le monde occidental. Donc, on est dans un système qui agit sur le corps pour soumettre les personnes, pour soumettre les esprits. Ça rejoint le domaine de ce qu'on appelle le biopouvoir. Foucault en a parlé. On reviendra là-dessus. Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est que voilà, le coronavirus, ça fait la une des journaux parce que c'est une maladie contagieuse, voilà, et qu'il est d'utilité publique d'en parler dans une certaine mesure, mais le capitalisme totalitaire, c'est aussi une grave maladie très contagieuse dont il serait d'utilité publique, à mon avis, de parler un peu plus et un petit peu mieux. Car cette maladie nous contamine jusqu'au plus profond de nos cellules, ne serait-ce que par la malbouffe, les médicaments, qui nous encouragent à consommer et à produire. Ce système nous contamine jusqu'au plus profond de nos neurones, ne serait-ce que par l'industrie du divertissement, la pub, les médias abjects, qui l'encouragent à consommer et à produire. Cette industrie qui nous drague au sens propre vers le caniveau. Ce système nous contamine jusqu'au plus profond les entrailles de la Terre, ne serait-ce que par toutes les joyeusetés qu'il a mises en place. Pêche électrique, énergie fossile, agriculture délirante, génocide animal, j'en passe des meilleurs et surtout des pires, c'est la planète qui est en train d'y passer. Ce système contamine nos gouvernements puisque il les choisit, et les gouvernements contaminent à leur tour les économies en instaurant des politiques économiques complètement délirantes, au service d'un petit nombre de personnes, comportant quand même beaucoup même, de psychopathes en cravate. Bref, cette maladie qui ronge nos temps, nos espaces, notre cerveau, notre corps, a fait de nous des esclaves purs et durs, chacun dans notre genre. Et c'est parce que nous consacrons toutes nos ressources à ce système qu'il n'en reste plus ou presque pour justement la mise en œuvre du changement. En neutralisant méthodiquement toutes les conditions sine qua non de notre capacité à changer le système, il nous donne le sentiment d'impuissance et peut donc continuer tranquillement à sévir, puisque si je suis convaincu que de toute façon je ne peux pas changer le monde, je ne vais pas en plus m'enfoncer à me marginaliser. Alors, je vais être encore plus obéissant, je vais demain matin encore me lever et continuer de produire et de consommer comme hier. Je vais être docile. Voilà. C'est le piège dans lequel on est, dans lequel nous sommes tous tombés, chacun à notre manière. Donc, la boucle est bouclée, le cercle vicieux, il continue de tourner, telle une folle roulette. Toujours selon Hannah Arendt, le totalitarisme, c'est un mouvement qui n'a que faire des structures rigides ou des édifices. Ce qui l'intéresse, c'est la direction, c'est le but. Tout ce qui entrave sa folle course doit être modifié ou balayé. Les nazis, d'ailleurs, avaient une administration très floue, avec des services parfois doubles, si bien que les citoyens, entre guillemets, ne savaient pas vraiment toujours à qui obéir. D'ailleurs, beaucoup de choses étaient orales et non écrites, ce qui facilitait pas forcément les choses. Alors je ne dis pas que le capitalisme est nazi, bien sûr, mais il comporte des modes opératoires approchants, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup de sang sur les mains. Parce que ce qui l'intéresse, lui aussi, c'est la direction, le but. En l'occurrence, la croissance à tout prix, mort ou vif. Et pour poursuivre inlassablement son objectif, il continue et il va continuer de tout balayer sur son passage, ou pour le moins de tout modifier à son avantage afin de tracer sa route sans encombre. Les lois, l'État-providence, les syndicats, les écosystèmes, nos bruits et notre fureur, nos corps, nos âmes, nos temps, nos espaces, il balaye tout. Les syndicats, il les met dans sa poche ou il les ignore. Les lois, il les contourne ou crée celles qu'il arrange via des gouvernements à son service dont il a financé les campagnes. Notre temps, il le vole, il en fait de l'argent. Nos corps, c'est une marchandise, de la viande à son service. Notre bruit, notre fureur, la voix du peuple, rien à faire. On a vu ce que cela a donné avec, par exemple, les gilets jaunes. Quant à notre âme, alors là, ça ne fait pas partie de son vocabulaire, il n'en soupçonne pas forcément l'existence. Cela ne fait pas partie de sa vision du monde. L'État-providence,
c'est le dernier de ses soucis, le pulvérise. Hein. Et pour reprendre les mots de Gaël Giraud, si aujourd'hui des Occidentaux meurent du coronavirus, c'est parce que 3 décennies d'austérité budgétaire, entre parenthèses sans fondement scientifique, ont réduit à presque rien la capacité de charge de notre système hospitalier public. Fin de citation. Les écosystèmes, on n'en parle même pas. Je ne dirais qu'une chose, la nature n'oublie rien ni personne. Rien ne se perd. Toute notre bêtise, tout notre aveuglement à consentir, à accepter, à encourager par exemple le génocide animal, c'est à chaque fois, hein, sans qu'on s'en soit forcément rendu compte, un boomerang acéré qu'on a lancé à la figure de la nature et de l'univers. Et comme en apparence tout roulait, on a pensé que le boomerang s'était perdu dans l'univers, mais non. Il n'est pas passé à travers les mailles du filet. Hein. La nature, elle n'oublie rien, et le boomerang, il nous revient en pleine figure. Alors en consumant toutes nos forces psychiques, physiques, etc., le système a fait de nous une petite chose qui gesticule en vain, consomme et produit jamais assez, au détriment de tout ce qui fait notre essence d'être humain. Aimer et surtout échanger avec l'autre sans voir l'autre comme un prestataire de service. Aimer l'autre comme un frère et pas comme un moyen de me donner une baguette, un job, de l'argent, du sexe, du pouvoir. Ce monstre, il est notre création à tous. Alors certes, il y a quand même les premiers rôles et les figurants. Certes, il y a les metteurs en scène. Mais on a tous donné naissance à cette idole au pied de laquelle, chaque jour qui passe, on continue de déposer, telles des offrandes, nos corps, notre cerveau, notre temps. Alors moi, j'espère que tout l'argent, toute l'attention, tout le battage médiatique que l'on met au service de l'enrayement de cette épidémie-là et le déconfinement, qu'on va déployer les mêmes grands moyens pour enrayer ces virus bien pires dont nous sommes malades, que sont la connerie, l'ignorance et ce système funeste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer l'épidémie du néolibéralisme qui gangrène nos vies ? On a entendu 45 000 idées depuis longtemps, et en particulier pendant ce confinement, plein de magnifiques choses circulent, on a des solutions pour à peu près tout, il y a même une forme de système qui se dessine si on est vraiment à l'écoute, s'il y a des millions de Français qui sont à peu près d'accord sur pas mal de choses, comme par exemple revoir le système fiscal, le revenu universel, les biens communs, etc. Alors pourquoi ? C'est quoi le problème de fond ? Alors beaucoup disent, agissons par nous-mêmes localement, sans compter sur l'État, et comme ça changera. Moi je dis bravo, c'est beau, c'est courageux, c'est vrai. Oui, on peut changer les choses comme ça, mais ça risque d'être très long et on est dans une urgence. Les volontés individuelles, les manifestations, les débats sur Internet, les initiatives locales, c'est beau, moi j'admire, moi j'applaudis, mais ça ne va pas suffire. Parce que un problème systémique, il doit être réglé de façon systémique, c'est-à-dire à tous les étages où ça cloche. Donc à mon étage, à l'échelle de ma personne, de ma famille, de l'immeuble, du quartier, de la cité, mais aussi et surtout de la nation. Pour une réelle mise en œuvre, à grande échelle, on ne va pas pouvoir faire l'économie du politique, à tous les échelons donc, et surtout à l'échelon national, parce que sans un cadre étatique favorable, de nombreuses initiatives locales, municipales, régionales, aussi belles, aussi légitimes et soutenues qu'elles soient, ne peuvent s'accomplir pleinement, ne serait-ce que par les limites juridiques et financières qu'elles rencontrent. C'est vraiment le nœud du problème, avec Bruxelles, évidemment, qui est un autre étage de la fusée, qui nécessitera cette fois une alliance avec les forces innovantes des autres pays, et il y en a, je pense par exemple à l'Espagne. Donc là, on retombe en fait dans le piège du court-termisme, parce qu'on est complètement accaparé par le déconfinement, on parle que de ça, alors qu'il faudrait vraiment commencer à préparer de façon concrète les conditions du changement politique, c'est-à-dire préparer les conditions de naissance d'un nouveau parti qui aurait inclus les réalités scientifiques, un parti qui soit composé de sages, d'un groupe de sages aux profils divers, artistes, scientifiques, etc., et des gens qui soient au service du bien commun, de la planète, de la chose publique, de la res publica et pas de l'orgoule. Un nouveau parti politique qui ne ferait pas l'économie de la philosophie et qui se poserait vraiment la question de, au-delà de comment je vais gagner, de quelle vision de l'homme et de l'univers j'ai envie de cultiver. Et
et avec quoi je peux la cultiver, avec ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il faudrait inventer. 2022, c'est demain, donc il reste que 2 ans pour construire cette alternative digne de ce nom. C'est possible, mais la fenêtre, elle est étroite. Donc, ne retombons pas dans le piège du court-termisme. Sinon, c'est le retour en Égypte assuré. Il y a une place gigantesque à prendre. La question du financement ne doit pas être un obstacle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la plus grande partie des Français, c'est des millions de gens, vraiment attendent autre chose que ce qui nous est offert en termes de partis. Nous sommes des millions à être d'accord sur plein de choses. Donc, il y a vraiment une base électorale là qui existe déjà. C'est juste qu'il faut la fédérer autour d'un groupe de gens. Et moi, je vois plein de gens de qualité qui ont plein de propositions, qui convergent vers un modèle de société qui tient la route et qui pourrait être fédérateur. Donc, il y en a plein. Bernard Stiegler, Bernard Friot, François Ruffin, Thomas Piketty, Thomas Porcher, Romaric Gaudin, Isabelle Attard, Gaël Giraud. Il y a plein de scientifiques, Étienne Klein, Aurélien Barraud, Guillemant. Il y a ce que j'appelle aussi des gens, des formes des sages. Je pense à cette femme Isabelle Padovani, par exemple. Et puis il y en a plein d'autres. Des gens décents, qui sont sûrement pas parfaits, mais qui sont décents. Et honnêtement, la décence, c'est le meilleur vaccin contre l'épidémie de conneries, là, qui nous fait mourir à petit feu. Donc, voilà, il faudrait trouver un système internet, une espèce de plateforme, pour créer cette base qui pourrait peut-être connecter d'autres bases, plein de mouvements. Je pense à celui de Jean Covici, par exemple, et il y en a plein d'autres. Il y a Onfray aussi qui vient de créer quelque chose, Michel Onfray. Peut-être créer une base qui arrive à rallier tout ça. Parce que là, on est en train tous de s'éparpiller. Et ça, c'est... Moi, ce qui m'embête, c'est ça. C'est que ça soit... qu'il y ait plein de petits groupes à droite, à gauche, et qu'au final, nous n'arrivions pas à nous unir. Il ne faut surtout pas que l'ego rentre en jeu. Tout le monde veut être le chef, on veut tous être le chef. Tout le monde a envie de faire un parti politique, etc. Mais là, il faut vraiment mettre notre ego en veilleuse. Voilà... Il y a une nécessité absolue. Et donc, fort de cette union qu'on pourrait bâtir pendant 2 ans, on pourrait peut-être faire ce nouveau parti qui arriverait en 2022 avec une assise électorale. Alors, il faudrait que les mathématiciens la calculent, les statisticiens calculent à partir de combien de millions de personnes on pourrait avoir une chance de gagner, par exemple. Donc ça, c'est une question technique. Enfin, voilà. Donc, sans un gouvernement qui, dès 2022, donnerait aux initiatives du Nouveau Monde tous les espaces, le temps et l'argent qu'il mérite pour se déployer, sans un parti qui saura mettre enfin en place cette fichue république du 6e type, comme j'aime à l'appeler, la sortie d'Égypte s'annonce longue et épique. Moi, ça m'inquiète un peu, je dois le dire. Voilà. Mais ça sert à rien d'être inquiet, il faut être force de proposition, et encore une fois, essayer de se concentrer sur le bien commun, et pas sur sa petite personne, et sur avoir raison. Et je m'inclus aussi, évidemment, là-dedans. Moi, je ne suis pas du tout une donneuse de leçons, je suis une simple citoyenne, une artiste, un chercheur indépendant qui essaie d'avancer comme elle peut. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous, et on reviendra sur toutes ces notions. Moi, je parle peu, mais j'ai beaucoup travaillé là ces dernières années, derniers mois, donc je vous ferai part de certains contenus, et puis il y a eu des interviews aussi qui ont été faites, donc je vais partager tout ça dans les semaines, dans les mois à venir, et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.